Salut Ayman, installe-toi. Alors aujourd'hui, attention, on va pas juste parler d'un système de plus. Non, on va s'attaquer à une véritable force de la nature, une puissance, parfois imprévisible, qu'on a tous en nous. Ça peut paraître un peu spectaculaire comme question, je sais. Mais c'est vraiment le cœur du problème. Le système qu'on va décortiquer, c'est à la fois notre meilleur gardien, mais il peut aussi devenir notre pire ennemi. Ah ouais, c'est fou, professeur. C'est vraiment tout ou rien. Soit on est submergé par les infections, soit c'est notre propre corps qui se retourne contre nous. Tu as tout compris. C'est exactement ça. Tout est une question d'équilibre. Un équilibre hyper précaire. C'est pour ça que je parle d'épée à double tranchant. Un tout petit dérèglement et ça part dans le décor. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Ce fameux système, on l'appelle le système du complément. Il faut bien voir que c'est un des piliers de ce qu'on appelle l'immunité innée, notre toute première ligne de défense. D'accord, mais en 2 mots, c'est quoi exactement ce système du complément ? Très bonne question. L'image la plus simple, c'est une cascade de dominos. Tu pousses le premier, il en fait tomber un autre, qui en fait tomber encore un autre, sauf qu'ici, à chaque étape, l'effet est démultiplié. C'est une réaction en chaîne, mais une réaction explosive et ultra rapide. C'est ça le principe de la cascade. Ok, donc, si je résume, il a 3 grands jobs. D'abord, il sonne l'alarme pour appeler les renforts, c'est l'inflammation. Ensuite, il colle des étiquettes « ennemi à abattre » sur les microbes, c'est l'opsonisation. Et enfin, il passe à l'attaque directe en faisant des trous dans leur membrane. C'est une synthèse parfaite, Ayman. T'as mis le doigt sur les 3 fonctions clés. Inflammation, opsonisation et lyse cellulaire. C'est exactement ça. Professeur, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs façons de démarrer ce système ? Une seule méthode ne serait pas plus simple ? Excellente remarque. En fait, le corps a évolué pour avoir plusieurs détecteurs de fumée différents si tu veux. Ça lui permet de reconnaître et de réagir à un bien plus grand nombre de menaces. Allons voir ça. Professeur Fadi, on a donc 3 voies d'activation. Imaginez-les comme 3 routes de campagne différentes qui finissent toutes par rejoindre la même grande autoroute. Les points de départ varient, mais la destination finale, elle, reste la même. Neutraliser l'intrus. La voie classique, ça a l'air d'être la méthode de précision, non ? Absolument, c'est la beauté de cette voie. L'anticorps, c'est la clé. L'antigène sur le pathogène, c'est la serrure. Quand la clé tourne, ça démarre l'initiateur C1 et à partir de là, la machine s'emballe pour construire le cœur du réacteur, une enzyme qu'on appelle la C3 convertase. Ah, mais oui, je vois. La C3 convertase, c'est le point de convergence. C'est le carrefour où les 3 voies se rejoignent pour lancer l'attaque à grande échelle. C'est ça, c'est le point de non-retour. Une fois que cette C3 convertase est formée, peu importe par quelle voie, le système est lancé à pleine puissance. Ça m'amène à une autre question, professeur, qui m'inquiète un peu. Si ce truc est si puissant et rapide, comment ça se fait qu'il ne détruit pas nos propres cellules par accident ? C'est la question cruciale, Ayman. Un tel pouvoir exige des garde-fous extrêmement robustes. Et heureusement, le corps a prévu des freins d'urgence très performants. En fait, nos cellules saines sont tapissées de ces protéines. Elles fonctionnent comme des laissez-passer, des badges de sécurité qui crient au système du complément « Hé, pas touche, on est du même camp !» C'est ce bouclier permanent qui nous protège de l'autodestruction. Maintenant, imaginons que l'un de ces freins soit cassé. Là, on bascule dans la maladie. Par exemple, que se passe-t-il si le tout premier frein, le C1 inhibiteur, ne fonctionne pas ? Et concrètement, ça donne quoi pour le patient ? Eh bien, ces patients subissent des crises de gonflement, des œdèmes, qui peuvent être énormes, défigurants, et surtout extrêmement dangereux s'ils touchent la gorge. Tout ça, juste parce qu'un seul petit frein est défectueux, ce qui laisse le système s'emballer et produire massivement des molécules inflammatoires. Et c'est pour ça que le temps est notre pire ennemi ici. Chaque minute compte. Un diagnostic qui traîne ou une erreur de diagnostic peut avoir des conséquences dramatiques, voire irréversibles. La réactivité est la clé. Autre scénario maintenant. Imagine que les freins sont bien là, dans la circulation, mais que les cellules sont incapables de les accrocher à leur surface. C'est comme avoir des boucliers à disposition, mais ne pas avoir de bras pour les tenir. Dans le cas de l'HPN, c'est le velcro qui permet d'attacher les boucliers CD55 et CD59 qui est défectueux. Résultat, les globules rouges se retrouvent complètement à nu, sans défense. Le complément les voit comme des cibles et les détruit en permanence, ce qui conduit à une anémie très grave et à plein d'autres problèmes. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. Mais alors, en pratique, comment on fait pour savoir si le complément d'un patient déraille ? C'est là que le labo devient notre meilleur allié. On a des outils très précis pour prendre le pouls de ce système. Professeur Fadi, en général, tout commence avec une simple prise de sang. On va regarder 3 choses. Le CH50, qui est une mesure de l'activité globale de toute la chaîne, et les taux de 2 composants clés, le C3 et le C4, pour voir s'ils sont consommés plus que la normale. Et là, ça devient un vrai jeu de piste. Regarde bien ce tableau, Ayman. Je te lance un défi. Un patient arrive avec un CH50 effondré, un C4 très bas, mais son C3 est parfaitement normal. Vers quelle maladie ça t'oriente tout de suite ? Attendez,
CH50 bas, C4 bas, C3 normal. D'après le tableau, ça crie le déficit en C1 inhibiteur. Donc, l'angiodème héréditaire, bingo! Tu vois comme ce simple trio de tests est un guide précieux pour nous mettre sur la bonne voie. Professeur Fadi, on a vu comment ça marche, comment ça déraille et comment on le mesure. Mais ça nous amène à la question de demain. À ton avis, Ayman, où se situe le futur de la médecine du complément? Est-ce qu'on doit chercher à décupler sa force de frappe, par exemple contre les cancers ou les bactéries résistantes? Ou est-ce que le plus grand enjeu, c'est plutôt de développer des freins encore plus performants pour maîtriser les maladies auto-immunes? C'est le grand défi qui attend ta Le génération. système du complément. Imaginez une sorte d'armée silencieuse dans notre corps, toujours prête à défendre. C'est absolument essentiel. Mais si elle n'est pas contrôlée à la perfection, cette même armée peut se retourner contre nous. C'est une histoire où vraiment l'équilibre est une question de vie ou de mort. Et c'est ça le cœur du problème, cet équilibre incroyablement précaire. D'un côté, si le système n'est pas assez actif, eh bien le corps devient une véritable passoire face aux envahisseurs. Mais de l'autre côté, si le système s'emballe, s'il est trop actif, alors notre gardien se transforme en agresseur. C'est un jeu à très très haut risque qui se joue en permanence là, à l'intérieur de nous. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand cette armée ne répond pas à l'appel? Eh bien, le corps perd sa capacité à faire le ménage, en quelque sorte. Il n'arrive plus à se débarrasser efficacement des menaces, il a du mal avec certaines bactéries bien protégées, et les cellules mortes, les déchets, commencent à s'accumuler. Et le résultat, c'est pas joli, des infections graves qui reviennent sans cesse, et ça peut même déclencher des maladies auto-immunes, comme le fameux lupus. Et à l'inverse, si le système s'emballe complètement. Là, c'est une attaque en règle contre notre propre corps. Ça peut provoquer des gonflements soudains, très douloureux, ça peut s'attaquer à nos propres organes, notamment les reins, ou même provoquer des caillots sanguins. Ce dérèglement, c'est la cause de maladies qui sont rares, oui, mais terriblement sévères. On parle de l'angiodème héréditaire ou encore du syndrome hémolytique et urémique atypique. Bon, on voit bien le problème. Un seul système peut causer des soucis complètement opposés. Comment c'est possible? Pour comprendre ça, il faut revenir à la base. Qu'est-ce que c'est au juste ce fameux système du complément? En fait, c'est un réseau d'une 50aine de protéines qui se baladent dans notre sang en permanence. La plupart du temps, elles sont inactives, un peu comme des soldats qui dorment dans leur caserne. Mais attention, dès qu'une alarme retentit, elles se réveillent et s'activent en cascade, l'une après l'autre, dans une réaction en chaîne explosive. Et leur rôle, comme leur nom l'indique, c'est de compléter le boulot des anticorps pour anéantir les menaces. Cette armée, elle a 3 missions principales, très claires. Première mission, l'inflammation. En gros, sonner l'alarme pour appeler des renforts sur le champ de bataille. Deuxième mission, l'opsonisation. C'est un mot un peu barbare pour dire qu'elle va marquer les ennemis, leur coller une étiquette fluo pour que les cellules nettoyeuses les repèrent et les dévorent plus facilement. Et enfin, troisième mission, la lyse. Là, c'est l'attaque frontale. Le système va littéralement perforer les microbes pour les faire exploser. Ok, mais alors, comment on met en marche une machine de guerre pareille? Eh bien, il n'y a pas un seul bouton on, mais 3 interrupteurs bien distincts. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que peu importe l'interrupteur qu'on actionne, les 3 chemins mènent au même endroit. Ils convergent tous vers un seul point névralgique, l'activation d'une protéine absolument cruciale, la protéine C3. C'est vraiment la clé de voûte de tout le système. Alors, quels sont ces fameux déclencheurs? On a d'abord la voie classique. Là, ce sont nos propres anticorps qui, en trouvant un ennemi, appellent le complément en renfort. Ensuite, il y a la voie des lectines. Elle est maligne. Elle reconnaît directement des sucres spécifiques qui se trouvent uniquement à la surface des microbes. C'est une détection directe. Et enfin, on a la voie alterne. Pensez à une sorte de système de surveillance qui tourne en permanence, 24/7. Il se déclenche dès qu'il touche une surface étrangère qu'il ne reconnaît pas comme appartenant au corps. Dès que l'un de ces 3 interrupteurs est enclenché, c'est parti. La cascade de dominos se met en branle. Et c'est là que toute la puissance du système va se déchaîner. Et au centre de tout ça, on retrouve notre fameuse protéine, la C3. C'est le pivot, c'est l'amplificateur du signal. Sans elle, rien, absolument rien de ce qu'on va voir ensuite ne peut se produire. Une fois que cette protéine C3 est activée, elle est immédiatement coupée en 2 morceaux, avec 2 missions totalement différentes. On a le petit fragment, le C3A, qui part de son côté pour sonner l'alarme, c'est lui qui lance l'inflammation. Pendant ce temps, le gros morceau, le C3B, a un double rôle. Il va se coller directement sur le microbe pour le marquer pour destruction, ça c'est l'opsonisation, et en même temps, il lance l'étape suivante de l'attaque. Et cette étape finale, c'est le clou du spectacle,
La formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, le CAM. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de perceuse moléculaire. Plusieurs protéines du complément vont s'assembler les unes aux autres, directement à la surface du microbe, pour former un tube et y percer un trou béant, un pore. À partir de là, c'est simple, l'eau s'engouffre à l'intérieur de la bactérie et pouf, elle éclate. C'est ça la lyse. Ok, une puissance de destruction pareille, c'est génial contre les microbes, mais ça doit être contrôlé de manière ultra stricte. Sinon, comment le corps fait pour s'assurer que cette machine de guerre ne se retourne pas contre ses propres cellules? C'est là qu'intervient la régulation. C'est l'autre face de la pièce, et c'est tout aussi crucial. C'est vraiment la question clé. Si ce système est si bon pour faire des trous dans les membranes des cellules, qu'est-ce qui l'empêche de faire des trous dans nos propres cellules saines? En fait, le corps a mis en place 2 grands garde-fous. Le premier, c'est que les morceaux activés du complément sont très instables. Ils ont une durée de vie très très courte. S'ils ne trouvent pas une cible à attaquer quasiment instantanément, ils se désactivent tout seuls. Mais le plus important, c'est le deuxième mécanisme. Nos cellules saines sont littéralement recouvertes de boucliers protecteurs. Ce sont des protéines spéciales, des régulateurs comme le facteur H, le CD55 ou le CD59, dont le seul et unique job est de dire « stop, pas ici » et d'arrêter net toute tentative d'attaque du complément à leur surface. Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, on peut boucler la boucle et revenir aux maladies dont on parlait au tout début. Parce que maintenant, on peut comprendre très précisément où la machine se casse. Et vous allez voir, la logique est vraiment implacable. Regardez, si un régulateur comme le C1 inhibiteur est défaillant, eh bien la cascade s'emballe sans contrôle et ça donne l'angioedème. Si ce sont les toutes premières protéines de la cascade qui manquent, le corps ne sait plus faire le ménage des cellules mortes et ça peut mener au lupus. S'il manque la protéine centrale, la C3, alors tout le système est paralysé et le corps devient super vulnérable aux infections graves. Et enfin, s'il manque les dernières protéines, celles qui forment la perceuse, le corps ne peut plus tuer certaines bactéries, ce qui explique les infections à répétition à Neisseria. Chaque problème a une cause bien précise. Au final, le système du complément, c'est un exemple parfait de l'incroyable complexité, mais aussi de la précision de notre propre biologie. Et comprendre comment il fonctionne, comment il est régulé, et surtout là où il peut y avoir des failles, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir un jour maîtriser les maladies qu'il provoque. Ça me fait penser à cette citation de Marie Curie : « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. » Merci de nous avoir suivis.